Le brillant PDG millionnaire ne croyait jamais au miracle jusqu'à ce qu'il se réveille à l'hôpital et découvre que les 3 garçons qu'il avait sauvés étaient ses propres fils qu'il ne savait pas exister. Alexander Reed avait quitté son bureau tard cette nuit-là, la ville déjà enveloppée d'une obscurité pesante et agitée qui semblait appuyer sur lui de tous côtés. Son assistant lui avait conseillé de prendre une voiture, mais Alexander avait refusé. La marche l'aidait à clarifier son esprit, à se concentrer, et il avait plus que jamais besoin de clarté. Il venait de conclure l'un des contrats les plus complexes de sa carrière, et bien qu'il apparaisse calme à l'extérieur, à l'intérieur, il sentait la fatigue ronger ses os. Ses pas étaient rapides, déterminés, et il remarqua à peine les réverbères vides qui clignotaient au-dessus de lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Un autre email. Une autre réunion prévue pour le matin, mais il l'ignora, pour une fois. Il voulait juste rentrer chez lui, prendre un verre, et s'enfoncer dans le silence bienfaisant de son appartement. Il ne remarqua d'abord pas les pas. Son esprit était trop rempli, et la ville n'était jamais vraiment silencieuse, mais un mouvement furtif dans le coin de son œil le fit ralentir. Un homme se détacha des ombres près de l'allée, se déplaçant rapidement et délibérément. Les instincts d'Alexander se sont éveillés, trop tard. Le premier coup frappa le côté de sa tête avec une brutalité extrême, le projetant sur le béton froid. Sa vision se troubla instantanément, le monde basculant sur le côté alors qu'un autre coup tombait, la douleur explosant derrière ses yeux. Il essaya de se redresser, mais son corps ne réagit pas comme il aurait dû. Alors qu'il luttait, à peine capable de soulever la tête, il entendit une voix, petite, urgente, paniquée. Puis une autre, et une autre. C'étaient des voix d'enfants criant quelque chose qu'il ne saisissait pas tout à fait. Son esprit, lent et embrouillé par la douleur, enregistra le bruit des pas qui s'éloignaient, des sirènes hurlant au loin, puis des mains, petites, frénétiques, tirant sur sa manche, vérifiant s'il était conscient. Il aperçut un visage, puis 2 autres, tous flous à cause des coups qui résonnaient dans son crâne. Des enfants, pensa-t-il vaguement. Que faisait-il ici? La dernière chose qu'Alexander aperçut avant que tout ne sombre dans l'obscurité fut une paire d'yeux bleus vifs qui le fixaient, grands ouverts de peur, mais aussi emplis de quelque chose d'autre, peut-être de la détermination, voire de la reconnaissance. L'obscurité l'entraîna, mais l'image resta gravée dans son esprit, tenace et persistante, refusant de s'effacer. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque fut la première chose qu'Alexander entendit lorsqu'il se réveilla. L'odeur stérile de l'antiseptique emplit ses narines, et les lumières fluorescentes au-dessus le forcèrent à plisser les yeux, douloureusement. Pendant un instant, il n'eut aucune idée d'où il se trouvait ni pourquoi son corps était si douloureux à chaque respiration. Puis les souvenirs revinrent brutalement. La rue, l'attaque, les voix. Il tourna lentement la tête, grimaçant lorsque la douleur traversa son crâne. Une infirmière remarqua qu'il était réveillé et s'empressa de s'approcher, parlant d'une voix calme qu'il enregistra à peine. Il ne l'écoutait pas. Son attention était fixée sur la porte par laquelle se tenaient 3 petites silhouettes, presque figées, comme incertaines de pouvoir s'approcher. Les garçons se ressemblaient tous. Environ 6 ans, tous 3 avec des cheveux châtains clairs qui s'enroulaient légèrement aux extrémités, une peau pâle tachée de saleté, et les mêmes yeux bleus perçants qui le fixaient avec un mélange de peur, d'inquiétude et de quelque chose de plus profond. Ils portaient des vêtements dépareillés, des t-shirts trop grands, des baskets usées. L'un d'eux, celui qui se tenait un peu devant les autres, serrait une petite casquette de baseball froissée dans ses mains, la tordant nerveusement. Alexander fronça les sourcils, essayant de comprendre. Il ne ressemblait pas aux enfants du personnel hospitalier. Il n'appartenait à aucun visiteur qu'il aurait pu imaginer. Et pourtant, il y avait quelque chose d'inquiétantement familier chez eux. Il essaya de s'asseoir, mais la douleur lui traversa les côtes, et l'infirmière le poussa doucement pour qu'il se rallonge, murmurant quelque chose à propos d'une commotion cérébrale et de quelques côtes fêlées. Il se força à rester immobile, mais garda son regard fixé sur les garçons. Finalement, celui qui était devant fit un pas hésitant en avant. Sa voix était petite, mais claire. « Ça va ?» demanda-t-il. Alexander avala sa salive, la gorge sèche. « Je crois, » dit-il d'une voix rauque, se sentant ridicule de parler à un enfant dans un lit d'hôpital. Un autre garçon, debout légèrement à gauche, prit la parole à son tour. « On a appelé la police. Quand le méchant homme t'a fait du mal. » Le troisième hocha vigoureusement la tête, ses mains serrées en poing contre ses côtés. « On est resté jusqu'à ce qu'ils arrivent. » Alexander cligna des yeux, essayant de comprendre leurs mots. Ils avaient vu l'attaque. Ils l'avaient aidé. Ils l'avaient sauvé. Son esprit,
encore lent à cause de la blessure, n'arrivait pas à comprendre pourquoi 3 jeunes garçons le suivraient tard dans la nuit. Pourquoi ils risqueraient leur sécurité pour un inconnu? Il ouvrit la bouche pour poser une question, mais avant qu'il puisse formuler quoi que ce soit, le premier garçon, celui avec la casquette, dit quelque chose qui fit de nouveau basculer le monde autour de lui. On savait que c'était toi, dit-il simplement. On t'a observé, parce que tu es notre papa. Pendant un long moment, Alexander pensa qu'il avait du mal à entendre. Son esprit chercha une explication rationnelle, une signification alternative. Mais quand il regarda leur visage, dans ses yeux, de la même couleur bleue que les siens, il sut qu'il n'y avait pas d'erreur. Il les fixa, trop stupéfait pour parler, tandis que le monde dans sa poitrine se fendait, laissant entrer un flot d'émotions auxquelles il n'était pas préparé. L'infirmière dit quelque chose à propos de la nécessité d'appeler quelqu'un, un travailleur social peut-être, mais sa voix semblait lointaine, noyée par les battements de son propre cœur. Il resta là, les yeux fixés sur ces 3 petits garçons tremblants, sentant sa vie soigneusement construite commencer à s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Alexander resta silencieux longtemps après que l'infirmière soit sortie pour lui laisser de l'espace. Son esprit s'emballait, essayant de rassembler quelque chose de cohérent, mais chaque fil logique s'effondrait dès qu'il regardait les garçons qui se tenaient maladroitement près de la porte. Ils déplaçaient leur poids d'un pied à l'autre, échangeant des regards incertains, mais aucun d'eux ne s'avança sans invitation. Finalement, Alexander se força à parler, sa voix rauque. Il leur demanda leur nom, non parce qu'il doutait d'eux, mais parce qu'il avait besoin de quelque chose de réel sur lequel s'accrocher. Le garçon avec la casquette dit son nom en premier, se tenant un peu plus droit comme pour montrer qu'il était courageux. Je m'appelle Jake. Sa voix était stable mais douce. Le deuxième garçon, celui qui avait parlé à l'hôpital plus tôt, dit « Je suis Noah ». Il avait une énergie plus calme, réfléchie et hésitante. Le troisième garçon, légèrement plus petit, bien que cela fût à peine perceptible, s'avança et ajouta « Je suis Ethan ». Sa voix tremblait un peu, mais il releva le menton comme s'il osait défier Alexander. Jake, Noah et Ethan. Des noms qui semblaient simples, mais qui portaient soudainement le poids d'un monde entier qu'il ne savait pas exister. Alexander avala difficilement, la gorge sèche. Il leur demanda doucement comment ils le connaissaient, comment ils l'avaient trouvé, et Jake, le leader apparent du trio, expliqua en phrases disjointes que leur mère leur avait parlé un peu de lui. Pas beaucoup, juste qu'il était quelqu'un d'important, quelqu'un qu'elle ne voulait pas déranger avec leur existence. Elle n'avait pas dit grand-chose, mais il y avait une boîte de vieilles photographies cachée au fond d'un placard. Des photographies d'Alexander souriant raide lors d'événements d'affaires, des articles découpés dans les journaux, des récompenses avec son nom imprimé en lettres noires et grasses. Ethan intervint, expliquant comment ils avaient assemblé les pièces du puzzle pour comprendre qui il était, comment il s'asseyait parfois dehors, près du grand bâtiment de verre où se trouvait son bureau, et guettait des aperçus de lui. Il l'avait vu marcher jusqu'au déjeuner, le voir monter dans sa voiture noire élégante, le voir parler au téléphone en fronçant les sourcils. Pour eux, il avait été une figure distante, quelqu'un d'impossible à atteindre, plus grand que nature. Et pourtant, quelque chose les avait attirés vers lui, quelque chose de plus que la simple curiosité ou émerveillement. Il l'avait observé parce qu'au fond d'eux, il sentait qu'il faisait partie d'eux. Alexander écouta, sa poitrine se serrant à chaque mot. Il essaya d'imaginer leurs petits corps accroupis derrière des bancs, guettant autour des coins justes pour apercevoir un homme qui ne savait même pas qu'ils existaient. Cela lui donnait la nausée de penser à cela. Les années perdues, les moments manqués, les anniversaires, les genoux écorchés, les premiers mots et premiers pas. Toutes les choses qu'il avait été trop aveugle, trop occupé, trop détaché pour réaliser qu'il aurait dû chercher. Noah sortit quelque chose de sa poche de veste. Puis, une petite photo froissée. Il traversa la pièce et la déposa soigneusement sur la couverture d'Alexander, levant les yeux vers lui avec des yeux si douloureusement familiers que la respiration d'Alexander se coucha dans sa gorge. La photo était ancienne, fanée. Elle montrait un Alexander plus jeune debout à côté d'Emily Carter, son bras posé vaguement autour de ses épaules, tous deux riant de quelque chose hors du cadre. C'était d'une autre époque, un temps avant que le poids de l'ambition ne le fige. Les garçons le fixaient, attendant, non pas de la colère, ni des explications. Ils attendaient une reconnaissance, une acceptation, peut-être même de l'amour, bien qu'ils ne le disent pas à haute voix. Alexander fixait la photo, puis les garçons, et quelque chose en lui, quelque chose qui avait été enfermé pendant des années, se fendit. Il n'avait pas encore toutes les réponses. Il ne savait même pas quelles étaient les bonnes questions.
Mais une chose était certaine, avec une terrifiante certitude. Ces garçons étaient les siens. Il l'avait trouvé, même quand il ne cherchait pas. Il l'avait sauvé d'abord d'un homme dans la rue et maintenant de la solitude qu'il n'avait même pas réalisé qu'elle le dévorait de l'intérieur. Et il ne les abandonnerait pas. Pas maintenant. Pas jamais. Le lendemain matin, Alexander fut autorisé à sortir de l'hôpital avec des instructions strictes de repos, qu'il ignora immédiatement. Son corps le faisait souffrir à chaque pas, mais il avait plus besoin de réponse que de confort. Il arrangea un chauffeur et, après avoir vérifié que les garçons séjournaient temporairement dans un centre de services sociaux à proximité, il se lança à la recherche d'Emily Carter. Il ne lui avait pas parlé depuis des années. Après leur rupture soudaine, elle avait disparu si complètement de sa vie que cela ressemblait presque à si elle n'avait jamais existé, sauf pour le souvenir occasionnel qu'il se permettait tard dans la nuit, quand la solitude s'infiltrait. Mais maintenant, tout était différent. Il avait 3 fils. Des fils qu'il n'avait jamais connus. Des fils qui avaient risqué leur vie pour le sauver sans hésitation. Il ne pouvait pas ignorer cela, peu importe à quel point cela compliquait son monde. Il ne lui fallut pas longtemps pour la retrouver. L'argent achetait de la rapidité, et en quelques heures, il avait une adresse, une maison modeste dans un quartier calme et usé à la périphérie de la ville. Il resta plusieurs minutes sur le trottoir, fixant le bâtiment étroit, se demandant ce qu'il était censé dire à la femme qui lui avait caché ses enfants. Finalement, il se força à bouger. Lorsqu'il frappa à la porte, il y eut une longue pause avant que la porte ne grince en s'ouvrant. Émilie se tenait là, encadrée par l'encadrement de la porte, presque exactement comme il se souvenait d'elle, et pourtant complètement changée. Ses cheveux étaient attachés en une tresse en désordre, quelques mèches grises filant à travers l'ancienne châtaigne. Elle était plus mince, plus pâle, avec de légères rides autour de la bouche et des yeux qui trahissaient des nuits sans sommeil et des années de bataille silencieuse. Mais sa posture était toujours fière, son menton relevé comme si elle osait qu'il la juge avant même qu'il ne parle. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Ils se regardèrent simplement, le temps se repliant sur lui-même, le passé se précipitant dans le présent. Finalement, la voix d'Émilie brisa le silence, fatiguée mais stable. « Je suppose que tu as découvert. » Alexander acquiesça d'un signe de tête, incapable de se faire confiance pour parler sans que de la colère, de la confusion, ou pire, de la trahison ne s'immisce dans ses mots. Il entra sans demander, et elle le laissa faire, fermant silencieusement la porte derrière lui. Ils s'assirent dans le petit salon, entouré de meubles qui avaient clairement vu des jours meilleurs, mais qui étaient soigneusement nettoyés. Il remarqua de petites choses. Les livres usés sur l'étagère. Les dessins des garçons collés sur le réfrigérateur. Un soldat de jouets cassés reposant sur la table basse. « Tu aurais dû me le dire, dit-il enfin, d'une voix basse. C'est dangereux. Je sais, répondit-elle, baissant les yeux sur ses mains. J'avais peur. Je ne savais pas ce que tu ferais. Ce que je ferais? Répéta-t-il, incrédule. Ce sont mes fils, Émilie. J'étais jeune, dit-elle, la voix tremblante maintenant. Et toi, tu construisais ton empire. Tu n'avais pas de place pour une complication comme moi, encore moins pour 3 autres. Je pensais que ça détruirait tout ce que tu avais construit. Et puis, quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, il était trop tard. Tu étais déjà parti, et j'étais trop fier pour te courir après. La poitrine d'Alexander se serra douloureusement. La colère qu'il s'apprêtait à déchaîner vacilla, remplacée par quelque chose de plus lourd et de plus dévastateur. Le chagrin pour tout le temps perdu. Tu ne m'as même pas donné la chance de décider, dit-il, plus doucement maintenant. Je sais, murmura-t-elle. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. J'ai vécu avec ça chaque jour. Pendant un long moment, ils restèrent là, 2 personnes brisées, essayant de trouver un pont entre elles. Émilie essuya ses yeux et le regarda directement, sa voix plus forte. Ce sont de bons garçons. Ils sont gentils. Ils sont courageux. Et ils méritent mieux qu'un homme qui ne les veut que par culpabilité. Je ne les veux pas par culpabilité, dit Alexander. Il se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux, ses mains serrées l'une contre l'autre. Je les veux parce qu'ils sont à moi. Parce qu'ils m'ont sauvé quand je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. Le visage d'Émilie se tordit alors, et elle se coucha la bouche avec sa main, la première vraie fissure dans son armure. Alexander se tendit instinctivement vers elle, mais se stoppa. Il n'était pas prêt pour cela encore. Peut-être ne le serait-il jamais,
mais il pouvait commencer par l'honnêteté, avec quelque chose de réel. Je veux être dans leur vie, dit-il fermement. Pas parce que c'est facile, pas parce que ça répare le passé, mais parce que c'est la seule chose qui me semble juste. Émilie hocha lentement la tête, comme si elle pesait la vérité dans sa voix. Alors ne disparais pas quand ça deviendra difficile, dit-elle doucement. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je ne partirai pas, dit Alexander, et il le pensa avec une certitude qui le choqua même lui-même. Il ne s'en allait pas. Pas d'elle. Pas de Jake, Noah et Ethan. Quoi qu'il arrive ensuite, il y ferait face. Plus jamais seul. La première fois qu'Alexander vit les garçons en dehors du cadre hospitalier, c'était à la fois plus accablant et plus naturel qu'il ne l'avait imaginé. Émilie avait organisé leur rencontre dans un petit parc près de chez elle, un endroit avec des balançoires vieillissantes et des bancs de pique-nique usés, à l'ombre de grands chênes. Ce n'était pas une grande introduction orchestrée, mais quelque chose de simple, presque prudent, comme tester si un pont pouvait supporter du poids avant d'y marcher pleinement. Alexander arriva tôt, s'asseyant sur un banc qui craquait sous lui, son cœur battant d'une manière qu'aucune négociation corporative hostile n'avait jamais réussi à provoquer. Lorsqu'il les aperçut venir sur le chemin, Jake en tête avec des pas confiants, Noah traînant derrière et Ethan serrant un vieux jouet en peluche dans ses mains, sa gorge se serra douloureusement. Ils s'arrêtèrent à quelques pieds de lui, l'incertitude rayonnant de leur petit corps. Alexander se leva et leur fit un petit signe incertain, se sentant ridicule pour combien il se sentait instable. Jake s'avança le premier, jetant un regard furtif derrière lui vers ses frères avant de redresser ses épaules. « Tu as l'air mieux, dit-il, hochant sérieusement la tête. Alexander sourit à cela, un vrai sourire, et s'accroupit à leur niveau, ignorant la douleur dans ses côtes. « C'est grâce à vous trois, dit-il. Vous avez été vraiment courageux. » Noah s'approcha, les mains profondément enfouies dans les poches de son sweatshirt, ayant l'air timide mais curieux. Ethan resta en retrait, serrant son jouet en peluche comme une bouée de sauvetage, ses grands yeux fixés sur Alexander comme s'il essayait de décider s'il était réel ou juste une autre histoire racontée pour remplir les espaces vides. Alexander ne les pressa pas. Il laissa le silence s'étirer, apprenant déjà que la patience serait le langage qu'il comprendrait le mieux. Après un long moment, Noah demanda doucement, « Tu es vraiment notre papa ?» La voix d'Alexander faillit se briser lorsqu'il répondit, « Oui, je ne savais pas, mais maintenant je sais, et je veux l'être. » Jake échangea un regard avec ses frères, quelque chose de silencieux passant entre eux. Et puis, dans une explosion presque étonnante de mouvement, les trois garçons se précipitèrent vers lui en même temps. Ce n'était pas vraiment un câlin. C'était plus comme s'il l'entourait, un enchevêtrement maladroit, parfait de membres et de petits corps pressés contre lui comme s'il s'ancrerait à lui avant qu'il puisse disparaître à nouveau. Alexander les enveloppa de ses bras avec précaution, sentant le léger tremblement dans leur cadre, la crudité de leur espoir, leur peur et leurs besoins. Sa vision se brouilla, mais il cligna des yeux forts contre la douleur. Ils passèrent l'après-midi ensemble, assis sur l'herbe, à faire rouler un ballon de football, riant plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Alexander apprit que Jake aimait les dinosaures et voulait toujours être le leader, que Noah adorait les puzzles et les animaux, et qu'Ethan, malgré sa nature silencieuse, était le plus protecteur envers ses frères. Chaque petit détail, chaque sourire furtif, chaque regard fugitif qu'il lui lançait, semblait être un trésor qu'il avait presque perdu à jamais. Émilie les regardait à distance, assise sur un autre banc, sa posture tendue au début, mais se relaxant lentement à mesure que les minutes s'étiraient en heures. Elle n'interféra pas, ne restait pas autour d'eux. Elle leur donna l'espace dont ils avaient besoin, leur faisant confiance pour trouver leur propre chemin les uns vers les autres. Plus tard, alors que le soleil se couchait bas et peignait le ciel de traînées dorées et roses, Alexander s'assit avec les garçons à une table de pique-nique, partageant les sandwichs qu'Émilie avait préparés. Jake, avec la franchise qu'un enfant peut avoir, demanda si Alexander allait rester pour toujours. Alexander n'hésita pas, « Je ne vais nulle part », dit-il simplement. Quoi qu'il arrive. Ce ne fut pas un après-midi parfait. Il y eut des pauses maladroites et de petits moments de tristesse lorsque la réalité de tout ce qu'ils avaient manqué se faisait trop proche. Mais il y eut aussi des rires, et ce genre de paix tranquille qui ne vient que lorsqu'une chose brisée commence à guérir. Cette nuit-là, en conduisant seul vers chez lui, Alexander n'arrivait pas à arrêter de rejouer chaque détail dans son esprit, le son de leur voix, le poids de leur petit corps contre lui, la façon dont Ethan avait glissé sa petite main dans la sienne sans un mot. Il savait que la route à venir ne serait pas facile. Il y aurait de la colère, de la confusion, des moments de peur, mais il y aurait aussi de l'amour, réel, féroce et indéniable.
Pour la première fois de sa vie, Alexander Reed n'avait pas peur de construire quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il était prêt à se battre pour ça, à rester pour ça, à devenir quelqu'un digne du miracle qu'il avait reçu. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles et transformateurs de la vie d'Alexander. S'intégrer dans le monde des garçons n'était pas quelque chose qui pouvait se faire du jour au lendemain, peu importe combien il le désirait. Jake, avec son audace, mettait Alexander à l'épreuve constamment, repoussant les limites, exigeant de l'attention de manière à le laisser parfois se sentir mal préparé et vulnérable. Noah était plus silencieux mais méfiant, souvent observant depuis les coulisses comme s'il attendait de voir si Alexander perdrait patience et s'en irait comme un cauchemar à moitié oublié. Ethan s'accrochait le plus, ne parlant pas beaucoup, mais restant toujours à portée de bras, ayant besoin d'assurances silencieuses qu'Alexander n'était pas juste un autre visiteur temporaire dans leur vie chaotique. Alexander dut tout apprendre depuis le début. Il apprit que Jake détestait le brocoli avec passion et qu'il essayait de le cacher sous les serviettes quand personne ne regardait. Il apprit que Noah aimait lire à haute voix, mais seulement s'il pouvait s'installer replié dans un coin du canapé, caché derrière des coussins. Il apprit qu'Ethan avait parfois des cauchemars et que la seule chose qui le calmait était une voix douce et régulière lui disant qu'il était en sécurité. Alexander trébucha et fit des erreurs. Il acheta la mauvaise marque de céréales. Il eut du mal à comprendre comment tresser correctement un lacet quand celui de Noah se défit. Il perdit patience une fois quand Jake le défia à une course, puis l'accusa de l'avoir laissé gagner. Il se sentit complètement, totalement hors de sa profondeur. Mais il apprit aussi que les garçons pardonnaient rapidement, qu'une vraie excuse comptait plus pour eux que de grands gestes. Il apprit qu'ils étaient désespérément prêts à faire confiance, mais effrayés de le faire trop vite. Il apprit que se montrer chaque jour, même dans les petites choses, comptait plus que toutes les promesses dites à haute voix. Emily regardait tout cela se produire avec une sorte d'espoir prudent. Elle voyait comment Alexander se battait pour leur confiance, pas à travers des cadeaux ou des pots de vin, mais en étant présent, en écoutant, en admettant quand ils ne savaient pas quelque chose, au lieu de prétendre avoir toutes les réponses. Il les emmenait à l'école quand il le pouvait, assistait à leurs petits matchs de football, s'asseyait sur des chaises pliantes entourés d'autres parents qui n'avaient aucune idée de qui il était en dehors du fait qu'il était le père de Jake, Noah et Ethan. Un après-midi, après l'école, alors qu'ils rentraient chez eux en marchant dans les piles de feuilles dorées d'automne, Jake se tourna soudainement et demanda « Tu vas vivre avec nous maintenant ?» La question était tellement casuale, tellement simple qu'Alexander perdit sa voix pendant un moment. Il s'accroupit pour être à leur hauteur et dit « Si vous voulez bien de moi. » Noah le regarda, ses yeux bleus sérieux et plus vieux qu'il n'aurait dû l'être pour un garçon de 6 ans. Et il dit « On t'a déjà accepté. » Cette nuit-là, Alexander s'assit avec Emily dans son petit salon après que les garçons se soient endormis, épuisés d'avoir couru partout dans le jardin. Ils s'assirent sans parler au début, sirotant du thé et écoutant les craquements de la vieille maison qui se stabilisait autour d'eux. Finalement, Emily demanda « Tu es sûr de vouloir tout ça ? Ça ne va pas être facile. » Alexander posa sa tasse et la regarda directement dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, dit-il. » Et il le pensait. Chaque nuit tardive, chaque moment de doute, chaque douleur dans ses côtes à force de rire trop fort de quelque chose de bête, les garçons disaient que tout cela comptait. Tout cela bâtissait quelque chose de plus fort que tout ce qu'il avait construit avec des contrats ou des prix des actions. Ils n'étaient pas une famille parfaite. Ils avaient des cicatrices, des blessures anciennes, des peurs qui prendraient du temps à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, Alexander se sentit à sa place quelque part. Pas à cause de son titre, pas à cause de sa richesse, mais parce que 3 petits garçons avaient décidé qu'il valait la peine d'être sauvés. Parce qu'Emily, malgré tout, était prête à lui laisser une chance. Ce n'était pas une question de perfection. Il s'agissait d'être présent. Et Alexander, un homme qui avait jadis pensé que l'amour était une faiblesse, savait maintenant que d'être aimé et d'aimer en retour était la plus grande force qu'il ait jamais découverte. L'action de grâce arriva plus vite que prévu, apportant avec elle un mélange d'excitation et d'anxiété qu'il n'avait pas ressenti depuis ses premiers souvenirs d'enfance. Emily suggéra d'organiser un petit dîner chez elle, en gardant les choses simples pour les garçons, qui n'avaient jamais connu une vraie fête de famille. Alexander proposa immédiatement son aide, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que aider signifiait réellement en ce qui concernait la préparation d'un repas de fête. Il était habitué au déjeuner servi dans les salles de réunion et aux réservations dans des restaurants haut de gamme, pas à éplucher des pommes de terre autour d'une table de cuisine, tandis que 3 enfants de 6 ans débordant d'énergie tournaient en rond autour de lui, mais il adorait chaque seconde chaotique. Les garçons étaient excités dès le matin,
bourdonnant autour de la maison avec une joie innocente et contagieuse. Jake insista pour aider avec la farce, bien que plus de farce finit sur le comptoir que dans le plat. Noah prit en charge la décoration, fabriquant de petits dindons en papier et les dispersant dans la salle à manger comme des confettis. Ethan, toujours l'observateur, resta silencieusement près d'Alexander, lui donnant les ingrédients et acquiesçant solennellement d'un signe de tête pendant qu'il travaillait. Les mains d'Alexander étaient maladroites pour des tâches qu'il n'avait jamais apprises. Mais son cœur était stable, ancré par les rires qui remplissaient les murs autour de lui. Plus tard, lorsque la nourriture fut enfin au four et que les garçons étaient étendus par terre en jouant avec des voitures miniatures, Alexander et Emily s'assirent sur le porche arrière, partageant une couverture entre eux pour se protéger du froid. Elle le regarda pensivement, ses yeux reflétant la lumière déclinante du tard après-midi. « Tu sais, dit-elle, brisant le silence confortable, si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que nous serions ici aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. » Alexander sourit. Pas le sourire tendu et professionnel qu'il arborait pour le monde, mais un sourire doux, sincère, qui atteignait ses yeux. Moi non plus. Ils parlèrent des garçons, de l'école, de rêves et de petites préoccupations qui semblaient si petites comparées au monde dans lequel ils vivaient autrefois. Emily admit combien elle avait eu peur qu'il les déteste, qu'il les voie comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Alexander tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens avec précaution. Ils sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, dit-il, et il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucun doute assombrissant ses mots. Elle serra sa main une fois fort, et ils restèrent là un peu plus longtemps, n'ayant besoin de rien d'autre. Lorsque le dîner fut servi, il était imparfait, en désordre et absolument parfait. La dinde était légèrement trop cuite. Les purées de pommes de terre étaient grumeleuses, et Jake renversa de la sauce au canneberge sur la nappe, mais peu importe. Il riait. Il racontait des histoires. Et quand il fut temps de dire ce pourquoi ils étaient reconnaissants, les garçons eurent tous quelque chose à dire. Jake dit qu'il était reconnaissant pour le football, les dinosaures et son nouveau papa, qui venait à ses matchs même quand il faisait froid. Noah dit qu'il était reconnaissant pour les livres et pour les gens qui ne partent pas. Ethan, sa voix à peine un chuchotement, dit qu'il était reconnaissant pour la famille et regarda directement Alexander lorsqu'il le dit. Alexander sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de lui à nouveau, quelque chose qui ne faisait pas mal mais qui guérissait. Il s'éclaircit la gorge, clignant des yeux rapidement contre la brûlure soudaine dans ses yeux. Et quand ce fut son tour de parler, il dit simplement, « Je suis reconnaissant pour les secondes chances. » Emily lui sourit à travers la table, un petit sourire en larmes qui disait bien plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Cette nuit-là, après que les garçons se soient effondrés dans leur lit, épuisés et heureux, Alexander a aidé Emily à laver la vaisselle dans la cuisine silencieuse. Elle heurta son épaule contre la sienne et rit quand il faillit faire tomber une assiette. C'était un moment si petit, si ordinaire, mais c'était tout ce dont il n'avait jamais réalisé qu'il avait besoin. Plus tard, lorsqu'il coucha les garçons, il s'agenouilla près de chaque lit, lissant les couvertures, repoussant les cheveux des fronts endormis. Jake marmonna quelque chose à propos de rêver de dinosaures. Noah serrait un livre contre sa poitrine, même dans son sommeil. Et Ethan, avant de s'endormir, chuchota, « Je suis content que tu ne sois pas parti. » Alexander resta là longtemps après qu'il se soit endormi, les regardant respirer, écoutant le petit rythme stable de leur vie. Il pensa à l'homme qu'il avait été avant. Agité, insatisfait, courant constamment après quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Maintenant, assis dans une petite maison remplie de chaleur, de désordre et d'amour inconditionnel, il comprit enfin. Il n'avait pas besoin de plus de succès ou de plus de richesse. Il avait eu besoin de ça. Il avait eu besoin d'eux. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient eu besoin de lui aussi. L'hiver s'installa sur la ville, adoucissant ses bords sous une couverture de givre et de ténèbres précoces. Alexander se surprenait à chérir les routines tranquilles qu'il créait avec les garçons et Emily. Les moments autrefois chaotiques étaient maintenant tissés dans une tapisserie qui semblait riche et irremplaçable. Chaque matin, il se levait plus tôt que nécessaire juste pour leur préparer le petit déjeuner, même si ce n'était rien de plus que des œufs brouillés et du pain grillé légèrement brûlé sur les bords. Chaque soir, il leur lisait des histoires avant de les coucher, parfois s'endormant au milieu d'un chapitre, avec Ethan blotti contre lui et Jake blotti sous son bras. La vie n'était plus une course. C'était quelque chose mesuré en petits moments irremplaçables qui s'infiltraient dans son âme et l'ancreraient d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Un samedi début décembre, Alexander suggéra quelque chose qu'il ne s'était jamais imaginé faire auparavant, aller chercher un vrai sapin de Noël ensemble.
Émilie accepta, bien que son sourire fût teinté d'amusement face à son excitation maladroite. Ils montèrent dans sa voiture, les garçons bavardant sans cesse à l'arrière, discutant du sapin qui serait le plus grand et du nombre d'ornements qu'il aurait besoin. Au marché de Noël, ils coururent d'un rang à l'autre, examinant chaque pin et sapin avec le sérieux de juge de saison. Jake argumenta pour le sapin le plus grand qu'il pouvait trouver, tandis que Noah insista pour celui avec les branches les plus parfaites. Et Ethan, plus silencieux mais décisif, choisit un sapin plus petit, légèrement penché, qui se penchait doucement d'un côté. Alexander rit et accepta sans hésitation, et ensemble, ils chargèrent le sapin imparfait dans la voiture, les garçons se bousculant les uns les autres pour aider à le fixer. Ce soir-là, leur salon devint une tempête chaotique de lumière, d'ornements scintillants et de décorations faites maison. Alexander laissa les garçons accrocher les décorations où ils voulaient, même lorsque trois étaient entassés sur la même branche. Il les regardait avec une plénitude dans sa poitrine que rien d'autre n'avait jamais pu lui offrir. Émilie préparait du chocolat chaud dans des mugs ébréchés, et Alexander l'aidait à démêler un nœud tenace de guirlandes lumineuses, prétendant être frustré tout en profitant secrètement de chaque seconde. Après que l'arbre fut enfin décoré, ils éteignirent toutes les lumières sauf celles qui entouraient les branches. Le petit salon brillait d'une chaleur dorée, et Alexander s'assit sur le canapé avec les garçons entassés contre lui, leurs visages éclairés par les couleurs douces et clignotantes. Jake bâilla en premier, puis Noah, et enfin Ethan, leur corps lourd de sommeil alors que la longue journée rattrapait leur fatigue. Alexander porta chaque garçon au lit avec soin, s'émerveillant de la manière dont il était devenu naturel de savoir comment leur tête se blottirait contre son épaule, la façon dont leur souffle se calmait dès qu'ils se sentaient en sécurité. Plus tard dans la nuit, alors que la neige commençait à tomber dehors, Émilie et Alexander s'assirent ensemble dans le salon, les lumières de l'arbre clignotant toujours doucement. Elle le regarda par-dessus le bord de son mug et dit, « Tu sais qu'il pense le meilleur de toi. » Alexander secoua légèrement la tête, humble d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. « Ils m'ont sauvé, dit-il. Je n'essaie que de rattraper le temps. » Émilie sourit, un vrai sourire rempli de pardon, d'espoir et d'une petite tristesse pour le temps qu'ils avaient perdu. Elle tendit la main et posa sa main sur la sienne. « Tu es ici maintenant, murmura-t-elle. C'est ce qui compte. » Dans les semaines suivantes, Alexander déposa les papiers nécessaires pour adopter légalement Jake, Noah et Ethan. Ce n'était pas seulement un geste symbolique. C'était une promesse gravée dans chaque fibre de ce qu'il devenait. Lors de l'audience finale, lorsque le juge lui demanda s'il comprenait la responsabilité qu'il s'apprêtait à assumer, Alexander répondit sans hésitation, sa voix stable et claire. « Ce sont mes fils. Ils l'ont toujours été. J'ai juste la chance de le savoir maintenant. » En sortant du tribunal, les garçons sautaient autour de lui, serrant ses mains, riant et criant qu'ils étaient officiels maintenant. Émilie se tenait un peu à l'écart, les regardant avec des larmes dans les yeux, son cœur visiblement réparé par l'amour qu'elle avait une fois craint de ne jamais trouver. Cette nuit-là, de retour à la maison, Alexander les coucha, embrassa leur front et leur murmura qu'il les aimait, des mots qu'il avait autrefois cru qu'il ne pourrait jamais dire avec autant de facilité. Lorsqu'il s'assit enfin à côté d'Émilie, la maison silencieuse autour d'eux, il sentit quelque chose se poser profondément dans sa poitrine. Ce n'était pas l'ambition agitée qu'il avait autrefois poussée, ni les victoires vides qu'il avait poursuivies pendant si longtemps, mais quelque chose de plus lourd, de plus riche et infiniment plus réel. Il n'était plus l'homme qui courait à travers la vie en cherchant un sens dans les chiffres et le pouvoir. Il était l'homme qui avait trouvé, dans trois petits garçons aux yeux bleus, une femme qui avait pardonné son absence, et une maison remplie de rire et d'espoir. Il n'avait pas besoin d'une vie parfaite. Il n'avait pas besoin de contrôle. Il avait exactement ce dont il avait besoin, un amour chaotique, imprévisible et magnifique. Et pour la première fois de sa vie, Alexander Reed comprit ce que cela signifiait d'être véritablement, irrémédiablement entier.